Été 1980, États-Unis. Dans la ville de Saint-Louis, le film Used Cars de Robert Zemeckis, traduit chez nous La Grosse Magouille, est attendu de pied ferme. Car un natif de la ville, devenu depuis scénariste, a participé à sa conception. En attendant l'avant-première, c'est surtout l'occasion pour Bob Gale de rendre visite à ses parents. Mais alors qu'il fouille dans de vieux cartons, sans savoir vraiment pourquoi, il tombe sur un véritable trésor. L'annuaire d'un lycée datant de 1940. Aux États-Unis, c'est la tradition. Chaque élève sera immortalisé pour l'éternité dans cet ouvrage regroupant photos, noms et parfois petites phrases. En fouillant à l'intérieur, Bob Gale tombe alors sur la photo de son père avec une inscription « Senior Class President ». À peu de choses près délégué de la classe. Mais si en France, le titre peut prêter à sourire, aux États-Unis, être délégué signifie surtout être très populaire et le devenir s'apparente à une élection présidentielle. Bob, lui, au même âge, préférait lire de la science-fiction et faire des petits films. Une question lui vient immédiatement. Aurait-il été ami avec son père s'il avait eu le même âge? À son retour à Los Angeles, Bob Gale apporte l'annuaire à son plus proche collaborateur, Robert Zemeckis. Les deux cherchaient depuis longtemps un point de départ pour une histoire de voyage dans le temps. Ils l'ont désormais. Mais Zemeckis veut aller plus loin. Imagine si ta mère, qui t'a toujours dit qu'elle n'avait jamais embrassé un garçon pendant son adolescence, était en fait la chaudasse du bahut. Les deux Bob avaient enfin trouvé leur scénario, le futur, Retour vers le futur. Retour vers le futur n'est certainement pas le seul film qui a marqué la SF des années 80. Blade Runner, E.T., Robocop et j'en passe ont tous posé une pierre à l'édifice de cette période bénie. Pourtant, 30 ans plus tard, Retour vers le futur reste toujours extrêmement populaire. Certains diront même qu'il a l'un des meilleurs scénarios jamais écrits et on dit même qu'il est étudié dans les écoles de cinéma. Alors pourquoi? Pourquoi ce film reste tant imprimé dans nos mémoires? C'est tout le génie des deux Bob qui ont compris les rouages du voyage dans le temps. Bob Gale et Robert Zemeckis commencent la pré-production de leur film en 1983. Pour l'instant, leur idée de scénario tient simplement en 2 phrases. Un enfant remonte dans le temps, il rencontre ses parents quand ils étaient jeunes et sa mère tombe amoureuse de lui. Les deux Bob mettent alors en place un processus de questionnement. Un enfant, plutôt adolescent sûr de lui, remonte dans le temps car il connaît un scientifique fou. Il rencontre ses parents, son père est un loser. Sa mère tombe amoureuse de lui, il faut remettre ses parents ensemble. En quelques questions et plusieurs itérations, les deux hommes ont réussi à avoir le corps de leur scénario. Son écriture est sur la bonne voie. Mais voyage dans le temps oblige, il ne faut pas négliger les causes et les conséquences des actes, parfois à rebours. Ainsi, dès les premières minutes du film, on peut voir déjà les prémices de l'histoire qui se répéteront dans un schéma cause-conséquence-cause. En 1985, Marty fait de la guitare, il fait du skate, a un problème avec l'autorité, ne s'entend pas avec Biff et le confronte, un schéma qui se répétera quand il arrivera en 1955. C'est ce qu'on appelle un fusil de Tchekhov. En 10 minutes, le film installe des dizaines de fusils de Tchekhov ayant une répercussion dans l'époque de 1955. Mais si comme le veut la théorie, c'est-à-dire qu'un fusil accroché dans une pièce doit toujours servir dans le récit, les scénaristes ont d'abord pensé à faire tirer le fusil avant de placer l'arme. Ou en s'éloignant de la métaphore, penser d'abord aux conséquences plutôt qu'à l'action initiale. Pour cela, les deux Bob ont simplement utilisé des post-it pour mettre en place une carte du récit. C'est ça qui fait la fluidité de Retour vers le futur. L'installation des différents arcs narratifs nous semble si fluide sur des mini-détails que l'on reste bluffé, avec parfois des easter eggs que beaucoup manqueront au premier visionnage. Un autre point que les deux Bob se promettent, c'est de rendre le voyage dans le temps extrêmement difficile. Contrairement à la maxime des voyages dans le temps, où le héros pourrait par exemple tuer Hitler, le voyage de Marty, lui, est accidentel et il ne cherche pas à changer l'histoire avec un grand H. Si par sa faute, ses parents ne se sont pas rencontrés, le héros devra résoudre le problème par lui-même et non pas grâce à des allers-retours en machine. D'ailleurs, pour les scénaristes, décider avec quoi Marty voyagerait leur causait un gros problème.
Si dans la version originale du script, la machine est un amassage de différentes technologies, le tout marchant au plutonium et au Coca-Cola, il fallait trouver une version équivalente dans les années 50. Il s'agissait alors d'un frigo amélioré technologiquement, lancé en plein dans la dernière explosion nucléaire américaine dans le Nevada. Mais devant le danger que les enfants s'enferment eux aussi dans leur frigo pour voyager, et aussi possiblement s'étouffer, les deux scénaristes durent revoir leur copie. La scène, elle, sera reprise au plan près dans Indiana Jones 4. Mais alors comment trouver une machine qui soit autant puissante que dangereuse et qui pourrait être l'acquisition d'un savant complètement fou? Bob Gale et Robert Zemeckis ont alors une idée, la DMC-12 DeLorean. En 1984, la société qui construit cette voiture futuriste, légendaire pour ses portes s'ouvrant vers le haut, est en faillite. 2 ans plus tôt, le marché automobile s'était effondré, les quelques DeLorean restantes construites n'ayant même pas été vendues, et son créateur avait participé à un obscur trafic de cocaïne. De plus, la voiture de luxe avait quelques soucis de sécurité quand on la conduisait. Cette réputation sulfureuse était alors parfaite pour devenir le véhicule temporel d'Emmett Brown, qui devient rapidement un personnage à part entière du film. Le designer Ron Cobb lui ajoutera son côté technologique fait maison avec un réacteur nucléaire à l'arrière dissimulé, ainsi que le fameux convecteur temporel. Les éléments du scénario mis en place, il faut désormais trouver les acteurs qui joueront cette histoire complètement folle. Et si Retour vers le futur est resté dans les mémoires, c'est bien grâce à un duo improbable. Mais comment Doc et Marty se connaissent-ils? Eh bien, à vrai dire, on n'en sait rien. Dès le début du film, Marty va dans le garage de Doc, sait où est la clé et teste immédiatement une de ses inventions. On imagine alors immédiatement que ce sont des amis de longue date. Une information confirmée par Bob Gale qui expliquera que Marty, intrigué par la réputation sulfureuse du Doc dans Hill Valley, s'est introduit une nuit dans son garage. Le Doc l'ayant aperçu, il fut agréablement surpris qu'un jeune soit si enthousiaste par rapport à ses inventions. Le Doc donnera alors un travail à mi-temps à Marty qui lui permettra de l'aider et lui de tester ses inventions loufoques. Bob Gale les comparera à 2 moutons noirs qui se sont regroupés. Mais dans leurs rôles respectifs, au cours du film, Marty est le spectateur et Doc le maître du jeu. C'est le Doc qui expliquera toutes les règles du voyage dans le temps et les quelques données historiques essentielles à la suite. Il est finalement le moteur de la réflexion, donnant conseil à Marty lors de son voyage en 1955, alors que l'adolescent est dans l'action. Le cerveau et les muscles pour ainsi dire, une configuration de duo plutôt classique et qui marche ici à merveille. Car si les répliques fusent entre les deux, il ne faut pas oublier que Retour vers le futur est avant tout une comédie. Le décalage de l'époque, de l'âge ou des données scientifiques permettent à chaque fois des répliques mordantes. Grimaces et mouvements se succèdent dans un ping-pong permanent mené de main de maître par les acteurs Christopher Lloyd et Michael J. Fox. Christopher Lloyd, connu surtout à cette époque pour son rôle dans Vol au-dessus d'un nid de coucou et le mythique juge de mort dans Qui veut la peau de Roger Rabbit, vient aussi du milieu de la série humoristique avec la série Taxi. Et il est connu pour jouer différemment les prises selon les moments, ce qui donnera du grain à moudre à Zemeckis lors du montage final. What's this thing? It's a hairdryer. A hairdryer? But don't they have towels in the future? C'est lui d'ailleurs qui donnera ce look complètement déjanté au personnage, inspiré bien sûr d'Albert Einstein et du compositeur Stokowski. Son personnage se rapporte d'ailleurs plutôt au dessin animé dans ses mimiques. Une volonté des deux Bob qui voulait un humour à la Daffy Duck, limite absurde comme la scène du clocher qui aurait pu figurer dans un dessin animé de la Warner. Une comédie où les personnages virevoltent avec un déplacement quasi continu dans les scènes de dialogue entre Marty et Doc. Les deux personnages changent de place à l'intérieur du même plan et profitent de l'espace dans une éternelle poursuite des mots. L'alchimie marche parfaitement entre les deux. Pourtant, cela a failli ne jamais être le cas. Car avant l'arrivée de Michael J. Fox, un autre acteur avait tourné une grande majorité des scènes, Eric Stoltz. Après 4 semaines de tournage, les deux Bob durent se confronter à l'évidence, l'acteur n'arrivait pas à être dans le rôle. Les premières projections à des amis réalisateurs étaient catastrophiques. Le film ne décollait jamais, surtout au milieu, lorsque le film reposait exclusivement sur les rencontres de Marty avec ses parents et le Doc. Le principal problème,
Eric Stoltz jouait trop sérieusement, restait statique, dans un côté très classique des acteurs de drama. Un style à l'opposé des films de Zemeckis. On peut l'apercevoir d'ailleurs dans des scènes qui ont été dévoilées, Marty est presque déprimé avec une attitude grave. Même l'acteur n'y croyait plus du tout et aurait dit à son maquilleur pourquoi était-il là et qu'il ne se trouvait même pas drôle. Michael J. Fox, lui, à son arrivée, fait des merveilles. L'acteur, connu pour ses personnages de sitcom, est taillé pour le rôle et avait été envisagé dès le départ pour incarner Marty McFly. Il joue parfaitement de la guitare et fait régulièrement du skate. C'est d'ailleurs pour lui une petite revanche sur la vie, lui qui voulait tant devenir une rockstar dans son Canada natal, mais n'ayant pas assez de talent à son humble avis. C'est lui, avec son professeur de guitare, qui imposera d'ailleurs les mouvements de certains guitares héros, faisant de cette scène un des moments inoubliables du film. Par contre, vos gosses vont adorer ça. De plus, son sens de la répartie, il l'a appris lors de la sitcom Family Ties, une émission toujours en cours lors du tournage de Retour vers le futur, obligeant Michael J. Fox à enchaîner des journées et nuits de boulot. Dès les premières scènes retournées, Fox fait des merveilles. La différence de taille entre lui et Christopher Lloyd ajoute encore plus au comique de physique entre un petit ado et un gigantesque scientifique. Fox a réussi à injecter un côté cool au personnage, sûr de lui, mais qui n'oublie pas d'alterner entre le comique et le dramatique, là où Stoltz jouait toutes les scènes très sérieusement. Les deux Bobs sont rassurés. Le film est sur des bons rails et chaque personne de l'équipe voit progressivement l'œuvre se transformer. À la sortie du film, Retour vers le futur est un véritable succès, partout dans le monde. Mais pourquoi cette œuvre a-t-elle tant touché et reste encore culte aujourd'hui ? Tout le génie de Robert Zemeckis et de Bob Gale, qui doit être sans doute de l'ordre de l'inconscient, est d'avoir en fait parlé, en seconde lecture, de nostalgie. 1980 pour les Américains, c'est surtout le temps de la désillusion. Le deuxième choc pétrolier de 1979, l'explosion du chômage après la récession en 1982, la défaite de la guerre du Vietnam encore présente et la mainmise très conservatrice du président Ronald Reagan sur l'économie, les États-Unis ne sont plus aussi puissants qu'avant. Très vite, une certaine nostalgie du temps d'avant va s'installer, et surtout des années 50. Amorcée dans les années 70 avec des films comme American Graffiti ou Grease, ou la si bien nommée série Happy Days, les années 50 vont être idéalisées pour être ce temps béni où les Américains étaient heureux, l'économie florissante et la vie tout simplement plus simple. Retour vers le futur participera même en fait à cette idéalisation. Car pour marquer la différence entre les deux époques, les deux Bob font le récit d'un Hill Valley version 85 mi-figue, mi-raisin. Savez-vous quel bâtiment aperçoit-on en premier lorsque Marty sort du garage du dock? Et oui, un bon vieux fast-food. Au centre-ville, le cinéma ne diffuse plus que du porno, quelques petits magasins du centre-ville sont abandonnés, et un clochard, symbole suprême, vit même dans cette petite ville. La middle class, représentée par les McFly, montre bien les difficultés économiques qui touchent tous les Américains. Les bâtiments historiques sont même détériorés, et la place de l'hôtel de ville sert ici de parking. Il ne fait pas bon vivre dans les années 80, en tout cas pas tant qu'on modifie le passé pour vivre dans la bourgeoisie. Le mall, ses grandes surfaces typiques, est même ici représenté comme froid, hors de la ville, presque inquiétant. 30 ans plus tard, Stranger Things en fera un lieu lui aussi idéalisé. Lorsque Marty arrive dans les années 50, l'appréciation de la période s'inverse. La place de cinéma est ridiculeusement abordable à la pompe. Des hommes vous font le plein et nettoient votre voiture. Sur la place de l'hôtel de ville, tout de verre vêtu, certains flânent, d'autres peignent, jouent au football, bref, la vision idyllique des années 50, sortie tout droit d'un prospectus. Les auteurs ont quand même parlé très rapidement de sujets comme le racisme envers les Afro-Américains, avec le personnage de Wilson, moqué quant à ses ambitions dans les années 50, qui se concrétisent dans les années 80, ou de ces musiciens qui n'acceptent pas d'être maltraités par une société dont ils sont pourtant les rouages. Pour les deux auteurs, il ne s'agissait pas de toute façon de faire un film historiquement exact, car ils voulaient que n'importe qui, même ceux qui ne connaissaient rien à l'histoire, puissent l'apprécier. Au final, lors de sa sortie, le film va toucher toutes les générations, les parents et grands-parents qui se souviennent peut-être de façon idyllique de leur jeunesse ou de leur vie de famille,
ainsi qu'à leurs enfants, se demandant comment étaient leurs parents, quelle était cette époque tant décrite au repas de famille, et comment auraient-ils réagi dans cette situation. Mais pourquoi alors Retour vers le futur reste encore un film tant apprécié aujourd'hui? En fait, le curseur s'est déplacé. Quand on regarde aujourd'hui Retour vers le futur, on ne peut qu'être frappé par l'esthétique des années 80. Les cours d'aérobic, les baladeurs cassettes, le skate omniprésent, ça sent bon le kitsch et paradoxalement une vie plus paisible sans les dernières crises économiques, le réchauffement climatique ou la menace terroriste. Retour vers le futur est devenu le marqueur d'une époque, d'une filmographie quasi optimiste si chère à Steven Spielberg et son studio de production Amblin comme E.T. ou les Goonies. Un feel-good movie loin des productions récentes, touchées par les conséquences d'un 11 septembre 2001 qui n'arrive toujours pas à être digéré. Une résurgence des années 80 qui touche toute la culture d'aujourd'hui, de l'effet VHS si cher aux productions youtubesques, à la mode et en passant par le cinéma, à la recherche peut-être d'un nouvel âge d'or. C'est peut-être ça aussi le secret de Retour vers le futur, nous faire voyager dans une époque regrettée, sans avoir réellement besoin de plutonium, ni de DeLorean.